It's easy to make your life into stories, but it's harder to sustain real memories. What do you mean? Well, the difference between the story and the real memory. The real experience has a smell and is dirty and is not wrapped up in simple endings. The real memories. Bonjour Alexandre. Bonjour Ludie. Et bienvenue dans l'épisode 3 de Qui relève du document, un podcast dédié et dévoué au cinéma documentaire. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un troisième type de film qui n'est pas moindre puisqu'on a décidé de réfléchir au cinéma politique et au documentaire politique plus spécifiquement. C'est ça, et aussi c'est notre première incursion dans ce qu'on appelle peut-être assez pauvrement le documentaire d'auteur ou d'autrice. Ouais. Car on s'intéresse aujourd'hui à Laura Poitras et à son dernier film en date, donc All the Beauty and the Bloodshed, ou Toute la beauté et le sang versé dans la langue de PNL. La fameuse. Peut-être un petit mot sur ce que c'est un film d'auteurice avant que tu nous fasses une petite intro. Si tu veux, je le dis vite fait. Un film d'auteurice, ce serait... c'est une idée, on en a un petit peu parlé, je crois, dans le podcast précédent, mais un réalisateur, dans sa filmographie, se distinguerait par une forme spécifique qui permettrait de le reconnaître au travers de ses films. Il serait l'auteur ou l'autrice de ses films. Ce qu'est Laura Poitras, qui est devenue à travers le temps une grande figure du documentaire américain. Donc qui est Laura Poitras, issue de la grande bourgeoisie américaine du Massachusetts, et après des études en journalisme, elle se lance dans le documentaire d'investigation. Après une dizaine de reportages sur les États-Unis et notamment sur l'armée, qui lui valent d'être surveillée par les services d'intelligence, elle devient en 2014 une figure majeure du documentaire politique occidental, en remportant l'Oscar du meilleur documentaire avec Citizenfour. Le film du siècle pour le site de Roger Ebert constitue en direct ce qu'on appela rapidement l'affaire Edward Snowden, lanceur d'alerte américain qui révéla les pratiques d'espionnage de masse de la NSA. En parallèle, elle réalise également Risk, qui sortira 2 ans plus tard, en 2016, sur Julian Assange. Poitras, avec ses 2 longs métrages, démontre une propension à vouloir filmer les grands événements d'une histoire en train de se faire. Toute la beauté et le sang versé, distribué 6 ans plus tard, semble au premier abord prendre un chemin différent. Même si le sujet politique n'est jamais très loin, le film, lui, se déploie sur une période beaucoup plus longue, en retraçant la vie de la photographe et activiste Nan Goldin. Un changement de temporalité qui lui réussit, puisqu'elle remporta le Lion d'Or à Venise, faisant du film le 2e documentaire à recevoir cette récompense. Poitras serait donc définitivement la plus grande réalisatrice de documentaires politiques de la décennie. Toutefois, il y a de quoi tiquer. 2 films récompensés par 2 des plus hautes instances de validation du système culturel capitaliste, étrange vision de la subversion. Et pour cause, politique ne veut pas dire anti-hégémonique. Si j'utilise les termes politiques, c'est que les films de Poitras sont étiquetés comme tels. Une vieille ruse qui vise à diviser. Il y aurait d'un côté les films politiques et les autres qui ne le sont pas. J'ai dit politique, mais j'aurais pu dire engagé, militant, c'est du pareil au même. Ce sont des signifiants visant à considérer comme neutres les œuvres qui s'accordent avec les rapports de domination. Et politiques sont ceux qui, au contraire, les subversionnent. Mais alors, quelle sorcellerie permet à Laura Poitras de faire les deux ? Merci pour cette belle intro, Alexandre. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que quand il y a une anomalie qui se passe, c'est là qu'il faut un petit peu regarder ce qui se passe pour essayer de comprendre. Et clairement, comme tu l'as très bien dit, les films de Poitras, ce sont des documentaires qui est, pour dire vite fait, un genre cinématographique plutôt méprisé, ou disons plus indépendant que les films dits de fiction. Ce sont des films supposément politiques ou plus encore subversifs, les films de Poitras d'habitude, c'est comme ça en tout cas qu'on les considère aujourd'hui, notamment avec Citizenfour, et c'est quand même des films qui pourtant ont été récompensés par les grandes instances du cinéma, comme tu l'as très bien dit aussi, donc complètement validés. Donc il y a quand même quelque chose de complètement anormal dans ça, de se dire comment des films qui se veulent subversifs sont validés et acceptés par quand même le plus grand nombre. J'aimerais déjà apporter une petite nuance à ce que tu dis, parce que quand tu dis méprisé, un genre méprisé, c'est que le documentaire, c'est un genre qui est très prisé par la critique, qui est une grande valeur culturelle, critique d'ailleurs. Regarder des documentaires, c'est pas la même chose que regarder un film, tu vois. Ouais. J'ai regardé un documentaire. T'es dans le sérieux, là. Dans le sérieux, d'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques disent l'autre jour, j'ai regardé un documentaire sur tel sujet. Ça paraît être quelque chose de bien.
Mais c'est vrai qu'au niveau du marché, au niveau du box-office, comme on l'appelle, c'est un genre qui est boudé en général par une partie du public, par une partie des cinémas tout simplement, qui ne les distribuent pas car ils pensent que ça ne va pas attirer. Il y a quelques exemples à travers l'histoire de documentaires qui ont marqué le box-office, qui ont fait beaucoup d'entrées dans chaque pays. C'est souvent d'ailleurs très lié à un point de vue culturel. Ouais, ou à des contextes. Contexte sur certains sujets qui vont venir attirer certaines... qui vont venir... En fait, qui vont avoir leur place dans l'agenda politique de l'époque ou social et qui vont résonner d'une certaine façon. Et c'est pour ça que notez que All the Beauty and the Bloodshed gagne à la Mostra de Venise, faisant suite ou juste avant le Joker de Todd Phillips. Faisant suite, ça devait être l'année d'après, il me semble. Donc, c'est un événement, et comme je dis, c'est le deuxième. Donc, voilà. Mais entrons dans All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras, et par quelle porte on va rentrer ? Eh bien, par la porte de fin, parce que j'ai décidé que nous allions commencer avec la dernière scène. Et oui, je n'ai pas peur du spoil. Et j'espère que les personnes qui nous écoutent non plus. Peut-être que tu l'as un peu dit dans ton intro, mais je vais repréciser. Donc, le film présente le combat de l'artiste Nan Goldin contre un groupe pharmaceutique qui s'appelle Purdue Pharma et qui est l'idée par une famille qui s'appelle les Sackler. Nan Goldin a créé un groupe militant activiste dont l'acronyme est PAIN, qui veut dire Prescription Addiction Intervention Now. On apprécie mon bel accent anglais. Et donc, on suit, dans une alternance, on y reviendra, la vie de Nan Goldin et les mouvements de ce groupe militant dont elle fait partie. Donc, cette scène de fin va se centrer sur le groupe militant, et je vais un petit peu la décrire d'abord pour qu'on voie de quoi il retourne. Donc on a une sorte de musique un peu céleste, faite visiblement au synthétiseur, qui est apposée sur un plan large sur l'entrée d'un musée. On voit des gens y entrer et un grand panneau en rouge sur lequel il est écrit « The Met ». On change de plan et on suit Nan Goldin qui marche dans un couloir. On reconnaît d'autres militants qu'on a rencontrés au cours du film qui l'accompagnent. L'un d'eux s'arrête devant une porte, on ne voit pas ce qu'il regarde et il souffle « Waouh ». On cut et un carton nous indique que 4 ans après la première action du groupe PAIN, le musée de Metz a enlevé le nom des Sackler des 7 galeries qu'il avait financées. On a un insert ensuite sur la vitre au-dessus de la porte où on voit clairement la trace que quelque chose a été effacé. On le sait d'ailleurs dans la première scène, on y reviendra, mais qu'il y avait le nom des Sackler sur cette vitre-là. Oui, car c'est ça le combat de Nan Goldin, c'est de retirer le nom des Sackler des musées à laquelle ils donnent de l'argent. Absolument, leur but principal, comme on le verra dans le film, c'est de retirer les noms. Donc là, c'est chose faite, le nom est retiré et Nan Goldin entre dans une vaste salle. Au centre, il y a un bassin. Cette salle, on la connaît parce que c'est la salle par laquelle le film a commencé. On a vu une action qui se passait dans cette même salle. Nan Goldin ensuite s'adresse directement à la caméra et dit qu'en 4 ans, personne n'a rien fait contre les Sackler, que la justice n'a pas été efficace, que la seule place où ils sont tenus coupables, eh bien la seule place, c'est The Met. On voit ensuite des gens qui se congratulent, qui s'émerveillent, qui prennent en photo un panneau sur lequel il est écrit que maintenant la salle est financée par des sources privées et qu'il n'est plus précisé quelle source privée il s'agit. Donc le nom des Sackler a aussi été enlevé de ce panneau. Et enfin, Nan s'extasie, beautiful, it's so good, it's hard to believe. Et on cut sur ces paroles. Donc ça, c'était une petite description très courte de cette scène. Et moi, j'aurais tendance à dire, effectivement, c'est dur à croire, mais pas pour les mêmes raisons que Nan Goldin. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette scène ? Premièrement, moi je trouve que je voulais commencer par cette scène parce qu'elle visibilise extrêmement bien les procédés de narrativisation qui sont mis en place tout au long de l'œuvre. Poitras, là, elle nous offre une scène ou une situation finale, une sorte de conclusion, de fin narrative dans son film et qui est créée par plusieurs procédés. D'abord les composantes que je viens de décrire, la musique céleste qui accompagne, les cuts sur beaucoup de gens qui se congratulent, et ben le tout accumulé et assemblé, ça fait ressentir une sorte d'affect positif, un effet d'apaisement, comme ce qu'on aimerait plutôt recevoir à la fin d'une belle histoire. Ensuite l'effet boucle aussi, ce lieu dans lequel on termine le film, et bien c'est le même que dans lequel on a débuté le film. Donc dans le film, pour le film, on termine et on commence au même endroit, la boucle narrative est bouclée. Cette scène donc offre littéralement une fin au film en présentant une sorte d'achèvement par une réussite dans le combat militant.
Est-ce que c'est vraiment une réussite ? Est-ce que c'est une réussite finale ? On en reparlera, je n'en suis pas si certain. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais une fois que Nan Goldin a dit les dernières paroles que j'ai citées, eh bien, on a un maigre carton qui nous dit que le combat des militants a continué après ça. Mais le carton dure quelques secondes et n'est pas très présent dans ce film. Je voulais aussi... tu veux dire quelque chose ? C'est un carton. Donc déjà, il y a déjà un acte de séparer de la matière du film cette information-là. Il y a la matière du film qui est cinématographique, qui est cet événement. Et de l'autre côté, il y a le carton qui vient... mais on le met à part du film. En tout cas, c'est un carton. Et j'aimerais juste peut-être apporter un peu de nuance. Mais on va développer tout cet aspect militant et fin à la fin du podcast, parce qu'on va revenir sur toute la progression de la fin. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu doux amer à cette fin, de donner autant d'importance à ce changement de nom, qui est que oui, la militance, c'est aussi beaucoup de grosses défaites qui ressemblent à des réussites. Et on se bat pour arracher un tout petit bout symbolique des fois, et effectivement ça fait mal. Mais on sent chez Nan Goldin à ce moment-là qu'elle préfère s'en réjouir d'avoir gagné ça, plutôt que de se dire j'ai perdu, j'ai eu que ça. Qui est pour moi, je suis d'accord avec toi en fait, parce que je trouve très symptomatique d'un des gros paradoxes du film, où en fait si potentiellement Nan Goldin est très consciente de cette espèce de défaite doux amère, Laura Poitras, elle nous la présente plutôt comme une réussite à part entière, par la façon dont elle la monte, dont elle met de la musique par-dessus, et le fait qu'elle décide de terminer son film sur ça aussi, qui est quand même un choix. Point. Je voulais juste revenir sur l'aspect de commencer par cette dernière scène et de revenir sur ce fameux aspect spoil. Parce que bon, c'est un mot qu'on entend beaucoup, ou bien le divulgacheur, comme on le dit au Québec, dans les films. Bon, et alors, qu'est-ce que c'est un spoil et qu'est-ce que ça fait de révéler une scène ? Bon, moi je trouve, tu peux ne pas être d'accord, mais que les spoils ou les divulgagements, eh bien, c'est plutôt un symptôme de ce qu'on appellerait des films à scénario, donc des films qui reposeraient principalement sur leur scénario. Ce qui fait que si on révèle leur scénario, eh ben, il reste pas nécessairement grand-chose dans le film, vu que la matière première est quand même le scénario. Bon, du coup, je me suis demandé, est-ce que je suis en train de spoiler le film en commençant par la dernière scène ? Est-ce que je divulgage ? Eh ben, j'aurais tendance à dire oui, peut-être un oui partiel, parce que je trouve que le film, justement, adopte vraiment une grosse forme de narrativisation de ce groupe militant. Et que donc, dans ce cas-là, qui dit narrativisation, dit des choses narratives à révéler, et notamment, principalement, cette fin, qui nous est présentée, du coup, comme une forme d'achèvement du groupe militant, et du coup, en le révélant, je suis un peu en train de gâcher l'effet, peut-être surprise, de la réussite du groupe militant qu'on n'a pas vu arriver, parce qu'on n'a pas vu de scène qui mettait en place le fait qu'il y avait cette action qui allait se passer au Met. Donc, je me dis qu'en réalisant un peu ce spoil, ça n'est pas si grave, ça nous révèle plutôt l'importance de certains ressorts scénaristiques dans le film, et qu'on remarque peut-être comme ça une partie de son dispositif. Oui, et ce qui nous amène à parler donc de la première scène du film, comme tu l'as dit, qui est en miroir, qui est construite totalement en miroir de cette dernière scène, parce qu'elle se passe au même endroit. Et donc qu'est-ce qui se passe dans cette première scène ? C'est le groupe de Nan Goldin qui arrive dans cette aile du musée où il y a un bassin d'eau, et jette dans l'eau des boîtes de cachets vides de Purdue Pharma, d'Oxycontin, donc un opioïde qui est responsable de la mort de millions de personnes aux États-Unis. Et ensuite, ils se mettent à entonner des chants de protestation, et ils font un dying, ils se mettent par terre comme s'ils étaient morts. Donc cette scène est un happening militant, à la fois militant et à la fois artistique, parce que Nan Goldin est une photographe, est une artiste qui expose dans le musée où elle vient contester, et ça, ce sera quasiment toute la structure du film. C'est en gros pourquoi Nan Goldin, en tout cas pas pourquoi, mais le film s'intéresse à Nan Goldin parce que c'est une artiste qui milite, et le fait est que Nan Goldin soit une artiste lui donne du poids en tant que militante, et les musées vont l'écouter parce qu'elle va dire que sinon je retire mes œuvres de votre musée si vous continuez à accepter le financement des sacleurs, ce qui va au bout d'un moment fonctionner. Mais au-delà de ça, cette fin et ce début-là va nous permettre, comme tu le dis, de parler de narration, mais aussi des sujets chez Poitras, et comment Laura Poitras choisit ces sujets. Parce qu'en documentaire, ce n'est pas la nature d'un événement qui fait son importance. Si on prend un exemple comme Profil paysan de Raymond Depardon, c'est un film
Depardieu s'intéresse à plusieurs paysans. Il a fait 3 chapitres de ce film-là, donc il est à travers le temps, sur presque 10 ans, il me semble. Et à un moment donné, par exemple, dans le film, il y a un des fermiers qui vend un agneau. Et la scène dure, je pense, bien 10 minutes sur est-ce qu'il va vendre ou pas l'agneau, à quel prix il va vendre l'agneau ou pas. Ou c'est pas un agneau, c'est un veau, pardon. À quel prix il va vendre ce veau-là. Et cette scène a de l'importance, parce que pour ce fermier, ça a de l'importance. Et pour Depardieu, ça a l'importance de s'intéresser au fermier. Donc ça, c'est les petits sujets, un peu, qui passent comme un petit sujet, la paysannerie française. Il y a d'autres personnes, par exemple comme Frederick Wiseman, qui eux vont s'intéresser aux grandes institutions américaines, mais qui vont s'intéresser par la petite porte. C'est-à-dire que, par exemple, dans Missile, Frederick Wiseman s'intéresse au système de lancement des répliques de missiles nucléaires américains en cas d'attaque de l'URSS. Et par quoi il s'intéresse ? C'est à la formation des gens et au truc d'essai, de qu'est-ce qui se passe, comment on forme ces gens qui vont devoir appuyer sur le bouton de maintenant c'est l'holocauste nucléaire et puis c'est tout. Donc ça, c'est les gros sujets, mais auxquels on rentre par la petite porte. Laura Poitras, c'est pas ça. Laura Poitras, c'est les gros sujets par la grosse porte. C'est, je vais filmer Edward Snowden qui va nous révéler l'espionnage de masse que fait la NSA depuis le 11 septembre 2001 et le Patriot Act. Alors qu'il est enfermé dans une chambre d'hôtel et plus capable de sortir. C'est ça, ce n'est pas un documentaire qui parle de ces révélations-là. Le documentaire est la révélation. C'est ça qui a révélé au monde, puis ensuite des articles de presse qui ont été relayés, notamment par Laura Poitras. Mais c'est ça, la révélation, c'est Citizenfour. Ensuite, elle va faire Risque avec Julian Assange. Et pareil, Julian Assange, lui, il avait une activité de lanceur d'alerte en dehors du documentaire, mais c'est quand même un documentaire qui montre Julian Assange en captivité forcée dans une ambassade parce que les États-Unis veulent le juger pour traîtrise. Mais donc c'est ça. Laura Poitras, c'est je m'intéresse à des lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va venir révéler une information au public parce qu'il a accès, souvent, à des informations confidentielles. Edward Snowden, pourquoi il a ces informations sur la NSA ? Parce qu'il travaille pour la NSA. Julian Assange, c'est un journaliste. Donc lui, il récupère ces informations-là et ensuite les met à disposition des journalistes. Mais encore une fois, il a une activité de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que lui, il participe au lançage de l'alerte. Il a aidé aussi beaucoup de lanceurs d'alerte, notamment à ne pas se faire repérer par l'armée américaine. Et donc, qu'est-ce que c'est esthétiquement un lanceur d'alerte ? C'est quelqu'un qui est en dehors des autres et qui est derrière une barrière. C'est lui, il sait. Et nous, on ne sait pas. Et maintenant, il va nous faire savoir. Donc, en documentaire, qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte ? C'est filmer de l'espionnage, c'est filmer comment on fait pour qu'on ne fasse pas repérer, c'est filmer des gens qui se costument. Dans Risque, on voit à un moment Julian Assange se costumer, se teindre les cheveux, se changer les couleurs des yeux pour pas qu'il se fasse repérer en sortant. C'est ça, c'est filmer la réalité des espions presque. Et donc c'est aussi se mettre de l'autre côté d'une barrière avec son public. C'est moi, je suis du côté des lanceurs d'alerte et je vais vous révéler la vérité. Ça, c'est pas bien ou mauvais, c'est des choix esthétiques. Et c'est ce que fait Laura Poitras quand on regarde ses films, Citizenfour, Risk et All the Beauty and the Bloodshed, même si ce dernier est un peu différent, parce que Nan Goldin n'est pas stricto sensu une lanceuse d'alerte. C'est-à-dire que l'information est publique sur ce que fait Purdue Pharma. Il y a des associations qui existent déjà. Son association déjà existe bien avant le film. Il y a des journalistes qui ont fait des articles sur ce truc-là avant que le film sorte. Donc c'est un sujet qui est connu. C'est juste qu'il n'a pas l'air pour l'instant d'intéresser grand monde. Donc c'est un sujet qui n'a pas atteint l'agora encore. Et c'est là où elle touche un peu le lanceur d'alerte, c'est qu'elle va venir essayer de faire entendre cette parole-là. Donc c'est de la militance. Concrètement, c'est ça, c'est une militante. Mais Laura Poitras, comment elle la filme ? Elle la filme comme une lanceuse d'alerte. Nan Goldin, à certains moments, est filmée comme Julian Assange dans Risque. Elle est filmée chez elle, avec des gens, ils discutent de stratégie, il y a des espions, on filme des gens qui se font suivre, les méthodes d'intimidation des États-Unis, du gouvernement ou de Purdue Pharma. Et donc, c'est ça qui travaille le cinéma de Laura Poitras et qui explique, entre autres, pourquoi on commence et on termine par cet événement-là. Parce que là où on a dit que c'était un peu différent, c'est que maintenant, Laura Poitras, avec ce film, va inclure dans ce film de lanceur d'alerte la vie de Nan Goldin à travers notamment tout un système de diapositives.
et de photographie. Parce qu'on va le découvrir maintenant, Nan Goldin, c'est pas nouveau la militance chez elle, ça a structuré quasiment toute sa carrière d'artiste et quasiment toute sa vie, en fait. Absolument. Ce qui va nous permettre d'aborder un sujet qui serait le rapport entre l'art et le militantisme tel qu'il est présenté dans le film. Not the church, not the state, we decide what art is great. Not the church, not the state, we decide what art is great. Not the church. Step on the sidewalk, can't stay in the street. And I imagine what it would be like if Friends had a demonstration each time a lover, a friend, or stranger died of AIDS. And I imagine what it would be like each time a lover, friend, or stranger died of AIDS or of this disease, their friends, lovers, or neighbors would take their dead body and drive with it in a car 100 miles an hour to Washington, D.C. and blast through the gates of the White House and come to a screeching halt before the entrance and then dump their lifeless forms on the front steps. But bottom line, even a tiny charcoal scratching done as a gesture to mark a person's response to this epidemic means whole worlds to me if it's hung in public. And bottom line, we have to find our own forms of gesture and communication. You can never depend on the mass media to reflect us or our needs or our states of mind. Bon, cet extrait, qui est un extrait d'une vidéo d'archives de Nan Goldin, on va en reparler. Retenons un peu ces mots. Nous décidons quel art est bien. Bon, le film met quand même en scène l'art et le militantisme. Et moi, en le regardant, je me suis posé 3 questions. Qu'est-ce qu'on nous dit de l'art ? Qu'est-ce qu'on nous dit du système ? Et qu'est-ce qu'on nous dit du système de l'art ? Bon, il y a une militante anglaise féministe, communiste et anticoloniale appelée Sylvia Pankhurst, je dis probablement pas juste son nom, qui a dit une phrase très connue qui est « l'intime est politique ». Cette phrase, c'est devenu une sorte de dogme ou de mantra pour beaucoup d'œuvres d'art, qui sont parfois très bonnes, c'est pas là la question. Ici, c'est quand même quelque chose que Laura Poitras embrasse aussi, cette idée que l'intime est politique, ne serait-ce que dans la structure de son film. On en parlera plus en détail, mais tu l'as déjà dit, eh bien, on voit le mouvement militant de Nan Goldin et en parallèle, on voit la vie de Nan Goldin et principalement son passé. On voit son passé quand elle était enfant avec ses parents, sa sœur, et on voit aussi un passé qui était aussi plus militant en lui-même quand elle a rejoint une communauté qu'on pourrait même qualifier de carrément queer et qui s'est beaucoup battue pour visibiliser le sida et les besoins qu'il y avait pendant le sida. Oui, c'est ça où l'intimité politique chez Nan Goldin, c'est qu'elle est photographe et elle photographie des corps queer, donc qui est son intimité, qui est son quotidien de tous les jours, notamment son corps à elle et le corps d'autres personnes, et par ces photographies les fait exister dans le domaine public, ce qui à l'époque est très difficile. Les milieux queer n'existent pas, on essaye de ne pas les faire exister. On se rappelle, ce sont les gens qui savent des événements de Stonewall par exemple, ou des lois qui aux États-Unis pouvaient te faire enfermer si tu portais moins de 3 vêtements assignés à ton genre. Absolument. Oui, c'était... Et ce qui m'intéresse moi aussi particulièrement dans ça, c'est que du coup, cette alternance entre intime et politique, elle se fait à travers Nan Goldin à chaque fois. Goldin, je dis un G à chaque fois, je m'excuse. Eh bien, elle se fait à travers son corps passé, son corps présent et ce qu'elle a fait. Pour simplifier un peu, même si c'est pas aussi simple que ça, je me suis un peu dit que ce qu'on voyait, c'était un présent qui se voulait plus politique et un passé qui se voulait plus intime, surtout à partir du passé avec sa famille. Et je me suis demandé du coup, ce qu'il faut regarder, c'est un peu ces alternances entre passé, présent, intime, politique. Qu'est-ce que ça crée ? Comment c'est créé ? Comment c'est agencé ? Je vais prendre 2 exemples pour ça. Un premier exemple qui est l'alternance pour créer une continuité. On a beaucoup d'actes artistiques et militants qui ont été effectués pendant l'épidémie du sida, qui se trouvent suivis par les performances et militantes du groupe Pain. Donc, en montrant et en alternant par le montage ces 2 actions, il y aurait peut-être une sorte de continuité du combat milito-artistique, particulièrement chez Goldin, et peut-être même un état des lieux un peu de ce que c'est aujourd'hui par rapport à ce qui était dans le passé.
Un deuxième exemple que j'ai pris montre plutôt une autre forme d'utilisation de cette alternance. On a une scène dans le présent de Nan Goldin qui est en train de critiquer les Sackler en disant que ce sont des ultra-riches et qu'ils agissent comme tous les riches font. Le montage cut et on voit des slideshows, des diapositives de Nan Goldin et sa voix off nous décrit les conditions plutôt précaires et horribles dans lesquelles elle vivait quand elle était jeune, dans une maison avec beaucoup de monde, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas heureuse, hein, mais où elle raconte qu'elle faisait du sexe dans les toilettes, que tout le monde se droguait, que tout le monde passait partout, qui vivait dans la rue. Cette alternance, elle est quand même un peu questionnante parce que par vraiment l'alternance littérale de ces deux scènes, enfin à la suite, eh bien c'est un peu venir nous montrer que Nan Goldin, elle est pas comme ces riches. Elle appartient pas au même monde que les Sackler, que elle a vécu dans des conditions difficiles. Or, Nan Goldin, c'est une artiste extrêmement connue aujourd'hui et aussi extrêmement riche. On en reparlera après, mais son nom est très important dans le film parce qu'elle a beaucoup d'influence. Du coup, c'est quand même un petit peu questionnant que le film effectue ce procédé et s'empêche peut-être une forme d'autocritique de Nan Goldin aujourd'hui et de faire, oui, bien sûr qu'elle milite, mais enfin, elle est quand même aisée. Elle fait quand même un petit peu partie de ces riches qu'elle critique finalement. Je pense que c'est plus un impensé du film que quelque chose qu'on peut critiquer Nan Goldin dessus, parce qu'elle a l'air, elle, dans ce qu'on perçoit souvent, il y a l'air d'avoir une certaine conséquence chez elle, une certaine conscience de son statut qu'elle a eu à travers le temps. Aujourd'hui, il y a plusieurs phrases, notamment, elle est anti-prison, par exemple, où elle dira « je vais foutre les Sackler en prison », puis après elle se rattrape tout de suite en disant « ça sera les derniers à sortir de prison lorsqu'on interdira la prison ». Elle a l'air d'avoir comme une certaine conséquence militante et théorique, mais c'est vrai que c'est un impensé total le fait que Nan Goldin aujourd'hui fait partie de la classe bourgeoise, fait partie pas de la même classe que les Sackler, parce que les Sackler c'est quand même les ultra riches et elle est dans une classe différente, en tout cas elle a des intérêts différents, mais tout de même. Et Laura Poitras aussi, donc qui est aussi une bourgeoise comme on l'a dit, et elle est issue de la grande bourgeoisie du Massachusetts. C'est un impensé, donc il y aurait une logique. Ouais. Et qui revient à ce qu'on disait avec la première scène que j'ai décrite, qui était que peut-être que Nan Goldin est très consciente de sa position sociale, mais le film ne le montre pas, ne nous montre pas et édulcore totalement sa position de riche dans son présent. Et esthétiquement, comment ça se présente ? Comment ce lien entre vie intime et vie politique se présente ? Dans le film, ça passe par les diaporamas. Parce que Nan Goldin est une photographe qui fonctionne par le diaporama. Et juste après la première scène de Happening dans le musée, qu'est-ce qu'elle fait ? On a une autre scène dans une des maisons de Nan Goldin, voilà, comme on dit bourgeoisie, dans une des maisons minimum. Ouais. Elle montre des diaporamas à Laura Poitras de son enfance. Et donc là, on a un lien direct qui vient s'opérer entre militance et vie de Nan Goldin, entre art politique et vie de Nan Goldin, mais aussi entre documentaire, vie et militance, où le documentaire va venir capter ces diaporamas, les rentrer dans son film comme une pièce à l'édifice de ce qu'est la vie et les actions politiques de Nan Goldin. Et donc ces diaporamas vont occuper une place prépondérante dans le film. Il y en a très souvent. Beaucoup. Et ce qui n'est pas clair, en tout cas, même nous, on n'est pas sûr de cette information, c'est que dans le générique, c'est marqué diaporama de Nan Goldin. Mais on ne sait pas si les diaporamas qui sont présents dans le film, ce sont des choix de Nan Goldin, et donc, ou est-ce que c'est Laura Poitras qui a choisi les photos et qu'on a refait des diaporamas à l'intérieur de son film. Là, il y a une transparence qui n'existe pas, mais c'est marqué diaporama de Nan Goldin, donc on peut supposer que effectivement Nan Goldin a elle-même sélectionner les diaporamas pour les mettre dans le film. Donc, à ce titre-là, le film serait un acte de co-création, comme un terme qu'on aime beaucoup aujourd'hui, qui traîne un peu partout. C'est-à-dire qu'il y aurait un rapport créatif entre Laura Poitras et Nan Goldin, et chaque diaporama est donc accompagné d'un titre, d'une musique et d'une date, et ensuite d'un enchaînement de photos. Donc, il y aurait quelque part le film de Laura Poitras, qui serait le film en direct, et il y aurait le film, en tout cas la partie de Nan Goldin, qui serait, elle, les diaporamas, les diapositives plutôt. Ensuite, sur lequel Laura Poitras vient apposer une voix off aussi quasiment omniprésente pendant tout le film, qui vient bien nous expliquer ce que l'on voit à l'écran.
Oui, et moi, j'ai pas mal parlé des voix off dans le dernier épisode. Je suis pas fan en général des voix off, surtout quand elles sont de facture plutôt classique comme celle-là. Mais là où j'ai trouvé intéressant d'apposer ces voix off sur les diapositives, c'est qu'en fait, ça nous a permis de regarder les photos ou les œuvres, parce qu'il y a aussi des petits bouts de vidéos faites par Nan Goldin avec ce qu'on appelle les médialités avec lesquelles elle les a prises à l'époque. C'est-à-dire que Nan Goldin et parfois aussi quelques témoins venaient nous raconter l'expérience que c'était de prendre ces photos ou de faire ces photos. Parce que des médialités, eh bien ça s'apprend, ça se regarde avec une littératie, c'est-à-dire un savoir de ces médias. Et ces savoirs, ils évoluent avec le temps. Pour donner un exemple, quand on a entendu le premier enregistrement sonore à l'époque, les gens pensaient que la voix était parfaitement reproduite, alors qu'aujourd'hui, si on l'écoute, c'est plein de grésillements et immonde. C'est pareil avec les photos et les vidéos immonde. Ah ouais, moi je l'ai entendu, ça faisait mal aux oreilles. Eh bien, ouais, je vais faire attention avec mes jeux de mots. Eh bien là, quand on regarde les photos et les vidéos, on voit qu'il y a un peu un grain, que c'est du matériel technique ou une technologie qui est un petit peu datée. Mais avec cette voix qui nous explique, on peut essayer de le regarder comme c'était perçu à l'époque. Je ne dis pas qu'on y arrive totalement, mais qu'il y a une espèce de tentative de ça, notamment un slideshow qui, en tout cas, a l'air d'être reproduit tel quel, tu l'as très bien dit, et qu'on ne le sait pas. Et ensuite, une personne nous explique qu'est-ce que ça a été l'expérience de voir ce slideshow. Mais ce qu'il y a quand même d'intéressant, je trouve, dans ces diaporamas, et c'est ce que dit Luc Chessel dans sa critique de Libération, il parle de quasi-cinéma, comme si le diaporama, par son image par image, offrait un contraste avec le 24 images de la vidéo et revenait à une espèce d'essence du cinéma ou de pré-cinéma, de primitivité du cinéma, en mettant à l'intérieur plusieurs modalités d'image. Donc nous, en tant que spectateurs, on est confrontés à ces modalités d'image dans le film et on a plusieurs façons d'engager en fait avec cette image-là. En fait, la vidéo et l'image n'ont pas le même rapport au temps. En tout cas, nous, en tant que spectateurs, on n'a pas le même rapport à cette image-là. C'est-à-dire que filmer un happening, on a tout de suite la vision de regarder quelque chose qui s'est passé auparavant, qui a été mis en scène, qui a été fait dans le réel, alors qu'une photo, elle se réactualise toujours quand on la regarde parce que c'est un document de l'histoire qui est figé, qui est fixe, qui n'a que ça. C'est une trace de ce qui s'est passé à ce moment-là donné. Et donc quand on la regarde toujours un petit peu au présent, en tout cas plus que la vidéo. En tout cas, moi c'est comme ça que je ressens. Et dans le film, les diaporamas m'apparaissent beaucoup plus en tant qu'agissant dans le présent que le happening qui vient en fait nous raconter ce qui s'est passé. C'est aussi le fait que le happening est mis dans une narration, là où la photo peut être beaucoup plus facilement extrait de sa narration et réutilisée à d'autres fins. Toutefois, là où je mettrais un petit bémol, c'est qu'une fois qu'on a dit cette idée théorique qui a l'air intéressante, c'est intéressant à analyser, qu'est-ce qu'on vit en tant que spectateur concrètement sur ces images ? Là, je serais quand même beaucoup plus mitigé, parce que l'expérience qu'on en ressort, c'est quand même de juste avoir vu des images de quelqu'un sans avoir ni vécu l'expérience de diaporama, en ayant une voix off qui nous explique tout le temps plein de choses sur des photos, donc c'est intéressant, on a le derrière de ces photos, mais sur une surcouche du documentaire, il faut que le documentaire il apporte quelque chose de plus, il ne peut pas juste restituer l'expérience. Et là, ça me ramènerait peut-être à Deux Pardons. Ou Deux Pardons, quand il filme les paysans, il y a une idée de restituer. Je vais restituer qu'est-ce que c'est la vie d'un paysan, en tout cas toute petite partie de la vie d'un paysan. Au moment, c'est qu'est-ce que c'est se réveiller le matin dans une ferme, en fait, et se faire le café, etc. Alors que Nan Goldin, Laura Poitras, elle, il y a toujours un débat chez elle entre restitution et construction. C'est que la restitution doit toujours être quelque part au service d'une construction de quelque chose, d'un propos, d'une narration. C'est qu'on ne peut pas juste restituer le diaporama comme il a été diffusé à l'époque. Il faut qu'on aille expliquer ce qui se passe. Il faut qu'on aille expliquer pourquoi cette photo revient, pourquoi on a cette photo à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dit, qui est cette personne dans la photo. Notamment, on voit beaucoup de photos des parents de Nan Goldin, et on va avoir toute une partie du film qui va nous expliquer qui sont les parents de Nan Goldin et pourquoi. Mon Dieu, pourquoi il y a ces parents dans ces photos ? Il faut qu'on sache. Oui, il faut que ça serve à quelque chose et qui est pour moi un des gros paradoxes du film. Je me permets d'intervenir parce qu'au tout début du film, on a littéralement la voix de Nan Goldin qui dit « c'est facile de faire des histoires de sa vie, c'est plus difficile de restituer les souvenirs, il y a quelque chose de sale dans les souvenirs ». Et en fait, ce que fait le film, c'est vraiment nous raconter des histoires, ou disons l'histoire de Nan Goldin, et d'essayer, comme tu le dis, en fait, que ces photos, elles servent à quelque chose, elles servent à un propos. Et ça, c'est quand même... c'est dommage, en fait.
Bon, on va enchaîner sur un autre sujet, pas si éloigné de la thématique art et militantisme, mais de réfléchir au motif du musée dans le film avec le militantisme. Parce que très littéralement, le film enferme le militantisme au musée. Toutes les actions, tous les happenings qu'on voit du groupe Pain, elles se passent dans les musées. Je ne sais pas si toutes les actions de ce groupe sont seulement dans des musées, mais en tout cas toutes celles que le film nous montre, c'est dans des musées. Et du coup, qu'est-ce que ça crée ? Ça fait glisser un lien entre l'art et le militantisme, évidemment, vu qu'on vient, comme tu l'as très bien dit, faire un happening, un acte militant dans un endroit où principalement on montre de l'art, ce qui n'est donc pas si absurde. Mais aussi, comme je l'ai un peu mentionné avant, ça fait une sorte d'état des lieux, plutôt peut-être défaitiste du militantisme. Si on pense à l'expression « enfermer quelque chose au musée », généralement c'est quelque chose qui est vieillot, qui n'a plus trop sa place dans la société actuelle. Donc bon, si on regarde un peu à travers les mots, ce que Laura Poitras fait, c'est un peu déprimant. Et puis ça réduit peut-être un peu le militantisme d'ailleurs, surtout comment il le présente dans le film. Exemplairement, le film élude beaucoup de moments militants. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe après les happenings. On ne sait pas comment se créent les happenings. On ne voit pas des levées de fonds ou des préparations. On en voit une très très courte dans une voiture, mais ça dure une demi-seconde. Donc on ne voit pas vraiment toutes les coutures qui font qu'un happening ou un acte militant va arriver. Autre exemple que je pourrais donner, la répétition systématique de ces scènes fait qu'on ne voit pas et on élude aussi tout le côté peut-être un peu moche ou plus brutal que pourrait avoir un acte militant. Notamment, à un moment par exemple très très explicite, ils militent devant une institution, qui est la seule fois qu'ils ne sont pas dans un musée d'ailleurs, et on voit des policiers qui les entourent, les militants. Et on voit qu'ils ont dans leurs mains des menottes en plastique. Et on cut, et on voit Nan Goldin qui entre dans un camion de policiers avec les menottes. On n'a pas vu le moment où les policiers ont décidé d'intervenir et peut-être de brutaliser, on ne sait pas, ce serait pas si absurde. Ce groupe militant, c'est éludé, c'est coupé, on ne sait pas si ça a été filmé ou non, mais en tout cas, ça n'est pas montré. Ce qui me fait revenir à cette phrase qu'on a mis au tout début de cette partie, Not the church, not the state, we decide what art is great. Et dans ce film, moi je trouve que c'est plutôt Laura Poitras qui décide quel art est bien et quel militantisme aussi on doit avoir. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on peut quand même déduire du film, c'est pourquoi Nan Goldin fait ça. Parce que quand on regarde au vu de l'histoire de Nan Goldin, c'est qu'elle est sortie de la rue littéralement grâce à l'art, grâce à ces photos qu'on a achetées. Et on a tout un passage sur le sida et sur la première exposition faite aux États-Unis sur le sida qui a été faite grâce à Nan Goldin, où elle a exposé des artistes contaminés par le sida. Et ça a créé un énorme tollé à l'époque, où un homme politique américain s'est mis vent debout contre cette exposition. Le curateur de l'exposition a pris la parole. On lui a dit qu'on déviait le but de l'art vers la politique. En tout cas, ça a été un sacré remue-ménage, toute cette histoire-là, et ça prend une grande part dans le film. Et donc là, au vu de la vie de Nan Goldin, ça fait du sens en fait. Elle est artiste, elle a toujours milité à travers le musée, et pour elle, le musée, l'exposition, était un lieu de militance, était un lieu politique, parce qu'on venait afficher des choses qu'on ne voulait pas voir ailleurs, et qu'on ne pouvait aussi pas voir ailleurs, en tout cas, offrir un espace. En tout cas, on dessine un peu ça dans la carrière de Nan Goldin. Je ferais juste une petite distinction entre le musée et le lieu d'exposition. Parce que c'est pas tout à fait la même chose, et là où elle expose pendant le sida, c'est plutôt des lieux d'exposition, comme des galeries ou des salles un peu indépendantes. Parce que le musée, c'est quand même une institution plutôt étatique. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour expliquer pourquoi Nan Goldin peut-être se concentre sur le musée, c'est que ça fait du sens au vu de sa carrière, au vu de sa vie, au vu de son statut d'artiste. Elle est artiste, elle dit « je vais agir dans mon milieu, qui est le milieu de l'art, là où j'ai du poids ». Et c'est ce qu'elle fait. Elle dit « j'ai du poids dans le milieu de l'art, je me sers de mon poids pour faire agir où je veux ». Et c'est pour ça que peut-être la question du nom des sacleurs dans les musées la touche autant, parce qu'elle se dit « c'est aussi là où moi je peux agir le plus concrètement ». Donc on le voit, ça, on peut le comprendre si on commence à tisser nous-mêmes des liens entre ce qu'on nous montre, entre ce que l'on nous dit. Et ça, c'est peut-être une des choses que le film fait très bien, c'est effectivement nous exposer plein de choses, et après à nous de nous laisser faire un travail du lien. Mais on reviendra sur cette question très précise de cette façon de faire plus tard, vers la fin du podcast. Mais c'est vrai que le film
ne prend pas la peine de nous l'expliquer. Ou à aucun moment vient essayer de nous dire « Ok, peut-être que le musée, ça paraît un peu désuet. Ça paraît un peu, des artistes qui font leur truc d'artiste dans leur coin pour les artistes finalement. » Mais on peut aussi l'expliquer et essayer de le comprendre autrement. Comme tu l'as très bien fait maintenant, notamment. Effectivement. Bon, comme tu l'as dit plein de fois, le film fait plein de choses, présente beaucoup de modalités et même de médialité. Ne serait-ce que la structure du film dont on a un peu parlé, mais je voudrais juste revenir sur cette structure pour montrer la complexité de ce que Laura Poitras présente dans son film. Parce que depuis tout à l'heure, on dit oxytocine, on dit Purdue Pharma, Sida, famille de Nan Goldin, les parents de Nan Goldin. On a l'impression que le film tire dans toutes les directions. Et effectivement, ouais, le film tire dans toutes les directions. Effectivement. Et donc le film se divise théoriquement en 5 parties qui nous sont annoncées par des cartons. Ces parties, elles sont alternées par plus ou moins 3 choses. Elles sont alternées par les scènes des actions du groupe militant Pain. Elles sont alternées par le passé de Nan Goldin, qu'on voit principalement à travers les diaporamas, et également par des cartons informatifs qu'on a un peu mentionnés, qui arrivent de temps en temps un petit peu comme des cheveux sur la soupe. Le passé de Nan lui-même, il est morcelé autant par ses photos, qui sont littéralement, qui morcellent littéralement, vu que c'est pas des moments continus, comme tu l'as expliqué, et aussi par des petits bouts de vidéos. Ce qui fait qu'on a quand même 5 parties qui sont divisées elles-mêmes en 3 parties, dont une est quand même aussi divisée en une partie. Ça fait déjà beaucoup de divisions et beaucoup de sujets. Et personnellement, moi j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de matière qui tuait un petit peu l'exploitation de la matière et qui empêchait une certaine forme de radicalité, comme tu l'as dit notamment dans les diaporamas. Parce que les diaporamas, normalement, c'est les photos, la musique qui est très importante pour Nan Goldin, qui porte du sens. Et donc on a le diapo, la musique qui est censée nous amener du sens, et en plus on rajoute par-dessus une voix off qui nous amène encore du sens. Donc nous, en tant que spectateurs, on est vraiment surchargés, on ne sait plus quoi regarder, quoi écouter, quoi faire comme lien. En tout cas, on en fait, mais on ne se sent pas reposé à ce moment-là. Non, plutôt submergé. Et tu as recommandé 2 pardons, en tout cas abordé 2 pardons, je ne sais pas si tu le recommandes. Oui. Oui, recommandons 2 pardons. Simple, oui. Il fait des choses sympas. Regardez du cinéma, regardez 2 pardons. Ou ses photos, parce qu'il fait aussi des photos. Tu viens de créer un lien inattendu avec le film auquel on n'avait pas pensé. Peut-être que Laura Poitras, elle y a pensé aussi. Elle s'est dit, je fais comme 2 pardons. C'est pour ça qu'il y a le film absolument pas de paysans dans tout le film. Oui. Elle voulait filme la justice. Connecter par l'opposition. Elle filme la justice. Non, mais c'est pas con parce qu'elle filme la justice. Enfin, on peut aussi la connecter à Wiseman comme ça. On lui demandera la prochaine fois qu'on la croise dans la queue du McDo. Oui, on dira vas-y Laura, explique-nous. En tout cas, tout ça pour dire que moi aussi je voulais connecter à un film que j'ai vu il y a pas longtemps au RIDM, qui est le festival de documentaire de Montréal. C'est pas du tout les acronymes, mais vous avez compris le principe. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Merci Alexandre. Et donc un film qui s'appelle Still Film, réalisé par James N. Kinitz-Wilkins, qui est pour le coup un film extrêmement... une expérience cinématographique très bizarre à recevoir parce que c'est un film qui est composé de photos uniquement, qui sont des photos qui ont été faites sur des tournages. Donc c'est 1h30 juste de photos avec des voix off, toutes interprétées par le réalisateur qui dialogue. Et c'est que ça le film, il n'y a pas autre chose, c'est ça pendant 1h30. Et même si j'ai trouvé l'expérience parfois pas agréable à regarder, on ne peut pas dire que c'est pas radical et pas inintéressant d'aller vraiment dans ce truc. Je vais mettre des diapos, je vais foutre une voix dessus qui ne parle pas nécessairement de ce qu'on voit, puis ça va être ça mon film. Et donc voilà un exemple de ce que aurait pu être une certaine radicalité de choisir un élément dans le film de Laura Poitras. Le site Jill Uncredited qui fonctionne un peu sur le même principe. C'est vrai, absolument, mais qui était un court-métrage. Qui est disponible sur Mubi. Très bon court-métrage. Voilà, on fait de la pub, payez-nous. Donc tout ça pour dire qu'avec toutes ces matières et peut-être ce manque de radicalité, ça se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont peu traitées ou qu'on voit peu, notamment le groupe Pain. On en parlait beaucoup, mais il y a très peu de scènes qu'on voit. En fait, sur 2 heures de film, il doit y avoir environ 30 minutes de scènes où on voit le groupe militant et le reste du temps, on voit plutôt la vie de Nan Goldin. Donc bon, on dirait qu'on a l'impression qu'en voulant tout traiter, le film a un petit peu oublié de choisir un sujet ou alors a traité trop de sujets pour en trouver un. Oui, et ce qui nous amène donc à ce qu'on vous tease depuis le début, l'efficacité politique de tout ça, ou en tout cas la qualité politique de ce film. La grande question c'est, est-ce que All the Beauty and the Bloodshed est un film politique ?
Avant d'être un grand film politique, est-ce que c'est un film politique déjà? Et ça pose une question qui est quand même pas simple à répondre, mais qu'on va essayer de déplier devant vos yeux, surtout vos oreilles ébahies. De manière magistrale. Bon, je vais m'y atteler en premier. Allez, vas-y. Alors bon, en faisant pas forcément un détour, mais par le biais de ce qu'on appelle l'onomastique. L'onomastique, c'est l'étude de l'usage des noms propres. Pourquoi je me penche sur ça? Parce que dans le film, on a quand même une omniprésence de noms propres. Déjà, ne serait-ce que par la bataille qui est présentée par le film, qui est la bataille des Sackler vs Goldin. Et d'ailleurs, on le dit parfois même quand Nan Goldin veut s'attaquer à des musées qui vont accepter des donations des Sackler, c'est ils ne peuvent pas te dire non, tu es un grand nom, tu es dans leur collection permanente. Donc c'est un petit peu une bataille de qui aura le plus grand nom entre Nan Goldin et les Sackler. Le tout emballé dans un film de Laura Poitras. Absolument, qui elle aussi est un nom dans le milieu cinématographique, surtout pour tout ce qu'on a cité avant, connue pour faire des films subversifs. Elle a eu l'Oscar du meilleur documentaire pour Citizen 4. C'est hyper subversif les Oscars. Non mais c'est du poids, un poids. C'est du poids, absolument. Donc beaucoup d'actions d'ailleurs du groupe militant nous sont montrées faites pour et par le nom de Nan Goldin. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme tu l'as dit, qu'elle va sûrement dans les musées aussi. C'est son domaine, mais c'est aussi là qu'elle a un nom, qu'elle est connue. On peut revenir ensuite pour faire un léger diaporama, moi aussi, de l'usage des noms. Eh bien, le groupe dans lequel évolue Nan Goldin a un nom aussi qui est omniprésent, c'est le groupe Pain, du coup, qui n'est pas anodin non plus, on n'a pas beaucoup parlé du jeu de mots. Et d'ailleurs, dans ce qu'il nous montre, ça consiste principalement à aller faire quoi? Enlever les noms dans les musées. Des musées qui ont des noms. Les musées qui ont des noms, c'est aller y revenir justement. Justement, ces musées dans lesquels ils s'attaquent, c'est pas n'importe quel musée. On va pas dans un petit musée de la ferme perdue au Texas. C'est le musée Guggenheim, c'est le Louvre, c'est The Met. C'est des grands noms et ils le disent eux-mêmes. Ils veulent que les grands noms réagissent pour que d'autres grands noms soient impressionnés par ces grands noms et donc suivent le mouvement. Oui, c'est les dominos. S'il y en a un qui lâche, ils vont tous lâcher parce que d'un autre côté, ils vont passer pour celui qui n'a pas lâché, quoi. Exactement. Et pour revenir à ce combat entre ces deux noms, Goldin et Sackler, on peut voir que le film présente quand même un certain manichéisme. D'un côté, on a un peu le bon nom, le nom artistique qui est le nom de Nan Goldin, et de l'autre côté, on a le mauvais nom, les Sackler. On est d'accord que effectivement, c'est un peu le cas quand même. Les Sackler sont une industrie problématique, mais enfin, je trouve ça intéressant de remarquer qu'il y a un manichéisme qui se présente dans cette opposition entre ces deux noms. Là où le manichéisme peut être plus compréhensible, en tout cas nuancé, c'est que les Sackler, c'est la famille Sackler. Donc déjà, il y aurait l'idée d'association de malfaiteurs. C'est toute une famille de grands méchants. C'est presque des méchants de comics à un certain point. Et aussi, il y a une question d'héritage. Parce qu'on a l'arbre généalogique un peu des Sackler, les trois frères qui ont créé l'entreprise, comment ensuite ça s'est divisé, d'où l'argent est venu, etc., etc. Donc il y a comme cette idée d'héritage. Là où Goldin et d'une certaine façon Poitras, je pense, sont des noms qui se sont faits. C'est la première Goldin, c'est la première Poitras aussi. Pas vraiment, vu qu'on sait qu'elle est de la bourgeoisie, mais en tout cas, c'est la première artiste Poitras. Un peu cette idée du rêve américain, hein, quelque part, c'est le nom qui s'est fait tout seul face au nom de la famille, de l'héritage, etc. Et je vais terminer cette petite réflexion sur l'onomastique avec une citation de Shakespeare. Et putain. ouais, de Roméo et Juliette. Podcast culturel. Absolument. Dans le fameux monologue du balcon, Juliette dit « What's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet ?» Donc littéralement, qu'est-ce que dans un nom, ce qu'on appellerait une rose par n'importe quel autre nom sentirait tout aussi bon. Merci d'avoir traduit pour nous qui écoutons PNL. Plaisir. Bon, et pourquoi j'amène cette citation shakespearienne? Eh bien, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'un nom, eh bien, c'est une forme, pas une substance. Et du coup, en montrant et en cadrant principalement le combat sur les noms, et de faire ça un combat du coup de noms propres, eh bien, on oublie un petit peu la substance qu'il y a derrière ces combats. Par exemple, on ne nous montre pas les violences structurelles qui entourent et qui permettent aux Sackler d'agir, dont les Sackler jouissent et abusent. On n'entend pas une seule fois le mot
capitalisme dans ce film, alors que c'est quand même la substance principale qui est infusée dans le nom des Sackler. Pour revenir à la scène de fin, je trouve qu'elle marque bien cette ambivalence. Le nom des Sackler a peut-être été effacé, mais la salle, elle est bien là, elle est toujours construite. On peut un peu transposer cette victoire en espèce de métaphore de ce qui se passe en dehors des musées. Les Sackler, ils agissent toujours, même si leur nom est peut-être invisible dans des structures qui le sont tout autant. Merci pour ce beau retour, cette belle aparté sur l'onomastique. Shakespearienne en plus. Shakespearienne. J'ai fait mes recherches. C'est pas n'importe quoi. Payez-nous. Mais pour expliquer, pour aller un peu plus loin maintenant, pour aller plus loin en tout cas dans cette réflexion sur est-ce que Laura Poitras nous fait un film politique, il faut revenir à cette question du sujet et surtout sur cette obsession qu'a Laura Poitras pour traiter le réel en train de se faire. C'est la question de est-ce qu'un événement, capter un événement, est-ce que ça en fait un événement politique ? Et est-ce que traiter l'événement, en tout cas traiter le présent de l'événement, son immédiateté, celui en train de se faire, ce ne serait pas une façon de dépolitiser ? Car si on reprend depuis le début, et comme tu l'as dit, les Sackler, c'est un espèce de fait politique total. C'est une famille américaine d'industriels, des médicaments, mais une famille d'industriels quand même, qui ont inondé un marché avec un médicament qui rendait accro les gens qui l'utilisaient consciemment pour en vendre plus. Donc c'est un fait qui implique l'industrie américaine, la politique américaine, le système de santé américain, ça implique de la publicité, des systèmes de consommation, d'assurance. Je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même, qui englobe quasiment tout ce qu'est les États-Unis. C'est quasiment un espèce d'États-Unis à l'intérieur des États-Unis. Et à aucun moment, on ne nous explique comment tout ça fonctionne. Si on reprend un autre film, pris complètement au hasard, d'un mec qui s'appelle Steven Soderbergh. Au hasard. Et qui a fait un film qui s'appelle Effets secondaires, qui traite en partie de la question de la médicalisation de la psychiatrie, en tout cas de l'usage des médicaments en psychiatrie. Et ce film-là nous montre d'une façon beaucoup plus précise et beaucoup plus conséquente comment ça se fait qu'on a des gens qui se retrouvent accros à des médicaments. Juste une scène du film. Une seule scène du film. C'est une scène de repas entre Jude Law, qui est psychiatre, 2 de ses associés dans son cabinet, et une représentante d'un médicament. Et qui vient leur présenter leur nouveau médicament, et qui vient leur dire, alors si vous donnez ce médicament à vos patients, nous, on va vous donner tant d'argent, signer ce contrat qui implique telle chose, etc. Et il y en a 2 qui sont pas chauds, mais Jude Law, lui, il est chaud. Il fait, ok, allez, c'est bon. Et donc juste par ce petit truc-là, on comprend pourquoi un médecin peut donner un médicament peut-être contre-indiqué, qui peut-être va lui avoir des effets secondaires. Oh, le titre serait bien choisi, peut-être. Mais donc, juste par une scène comme ça, et il y en a d'autres dans le film, c'est pas la seule, on comprend déjà l'intrication qui fait que potentiellement, une machine comme Purdue Pharma peut faire ce qu'elle a fait. Et comme tu l'as dit, le mot capitalisme n'est jamais cité à aucun moment dans le film. J'ai vraiment fait attention. Tu as vraiment fait attention. Parce que si on évacue ça, on ne comprend rien. On ne comprend plus rien à ce qui se passe. Mais une fois qu'on reprend ça et qu'on réinscrit les actions de Purdue Pharma dans le système capitaliste, il n'y a rien d'étonnant. On a une entreprise qui a un marché. Bon, là, c'est le marché de la santé, qui a besoin d'agrandir ce marché, qui a besoin de croître, qui a besoin de vendre plus de médicaments. À un moment donné, il y a un mec qui fait le lien entre 1 et 2 et il dit, putain, si les gens ils sont accros aux médicaments, ils consomment plus de médicaments. Donc si on rend des gens accros à notre médicament, on va en vendre plus. Et donc, une façon déjà, c'est de ne pas... c'est de dire que notre médicament ne rend pas accro, parce que c'est ça qu'ils ont dit dans leur publicité. Et ensuite, deuxième étape, c'est inciter les médecins à aller vendre le médicament aux patients, à le prescrire. Et c'est ce qu'on nous raconte. Une personne à un moment dit que oui, on a prescrit ce médicament ultra fort pour mon gamin qui avait juste une jambe cassée. Alors qu'il aurait pu prendre autre chose, peut-être sans opium dedans, sans opiacé, c'est pas de l'opium. Sympa. Voilà, un petit médicament. Panadol. Tu prends de l'Advil et ça passe. Voilà. Peut-être un médicament sans opiacé. Et là, mais d'un coup, tout s'éclaire. Ben oui, le comportement est peut-être amoral, et peut-être immoral, et peut-être dégueulasse. Et oui, mais en même temps, c'est le système capitaliste qui veut ça. Donc si on évacue cette question du capitalisme là-dedans, on ne comprend plus rien. Et ça, cette action-là, le film le fait tout le temps. C'est-à-dire que Nan Goldin, on ne comprend pas
comment Nan Goldin est passée de travailleuse du sexe à vivre dans des endroits surchargés avec d'autres travailleuses du sexe et des gens qui vivotaient du milieu de l'art à une des plus grandes artistes américaines photographes. On apprend qu'à un moment, elle a sucé un chauffeur de taxi qui l'a amené à une galerie, qui lui a accepté ses photos. C'est ça l'action. Et une fois qu'on a expliqué ça, qui est un moment sordide et saugrenu dans la vie de quelqu'un, et d'un coup, hop, après l'artiste. Et c'est bon, on n'explique plus rien. Pourquoi cette personne la finance, elle, qu'est-ce qui va faire de l'argent, d'où vient l'argent, combien elle gagne à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire de l'argent après. On ne saura rien. On ne saura rien, et ça, c'est sur tout, absolument tous les éléments du film. Et donc j'expliquais tout à l'heure que d'un côté c'est bien que le film nous expose les choses sans venir nous accompagner par la main, regarde comme ça c'est mal, regarde ça c'est bien. Et oui, ça je suis d'accord que d'un côté c'est une bonne chose de venir nous montrer les choses telles qu'elles sont. Et ça je pense que c'est une déformation de Laura Poitras qui, comme on l'a dit, est journaliste, et journaliste anglo-saxonne. Ça c'est une grande tradition dans le journalisme anglo-saxon, c'est que au bout d'un moment il y a des faits. Et que tu sois un capitalisme pourri ou un communiste jusqu'au fin fond de ton corps, bah les faits, c'est les mêmes. Et il faut exposer les faits de façon neutre. En tout cas, ça, c'est l'objectif du journalisme anglo-saxon. Laura Poitras, elle vient de là. Et donc ça, peut-être, on peut y trouver une raison à ça. Mais le problème est que même si on a dit ça, même si on a dit ces faits, nous, en tant que spectateurs, nous n'avons pas les informations suffisantes dans le film pour faire ces liens. C'est pas qu'elle nous force à les faire, c'est qu'elle ne nous donne pas l'information pour qu'on les fasse. À un moment, on apprend qu'il y a des procès qui sont émis contre Purdue-Pharma et qu'il va y avoir tout un système de banqueroute et ils vont passer à travers ce système de justice-là. Bon, d'accord. Mais combien de personnes qui ont vu le film ont compris que c'était les États américains et les villes des États américains qui faisaient des procès contre Purdue-Pharma ? En tout cas, moi, avant que tu me le dises, je l'avais pas compris. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le scandale a éclaté. Et donc, le fait, bizarrement, d'avoir des overdoses, des gens qui prennent des opiacés, bah, ça surcharge le système de santé. Il y a des gens qui sont à l'hôpital qui ne devraient pas y être. Il y a des gens qui doivent mourir qui ne devraient pas y être. Et d'un simple point de vue comptable, bah, ça coûte plus cher aux contribuables américains. Parce qu'il faut déplacer des gens, il faut aller les chercher, il faut les soigner. Tout ça pour qu'une entreprise fasse du profit. Donc là, les gens dans les villes se sont dit on se fout peut-être un peu de notre gueule. Oui, puis même cette histoire de banqueroute, c'est vraiment expédié en une demi-scène et c'est impossible à comprendre si on n'a pas des notions de justice ou du système pénal en général. Enfin, moi, personnellement, il fallait s'accrocher pour comprendre qu'est-ce qui se passait. C'est ça. Et Robert Daudelin, dans 24 images, dans sa critique, dit All the Beauty and the Bloodshed est aussi un portrait imperturbable du capitalisme sauvage, avec la puissance sans borne que lui confère la structure politico-sociale de l'État américain. Et je pense que le mot portrait est très bien choisi, parce que évidemment, c'est un portrait. On nous montre une seule face du problème et une seule chose. Et on ne va pas aller en profondeur, on ne va pas aller voir qu'est-ce que ce portrait cache. Non, on a le fait, on comprend que le Purdue-Pharma, on peut comprendre si on fait marcher un peu son cerveau que Purdue-Pharma a été plus ou moins aidé par tel ou tel système américain, mais c'est tout. On n'a pas les intrications qui disent mais pourquoi, comment ça se fait que le système de santé américain permette ce genre de dérive, et comment ensuite ça se fait que le système de justice américain permet à ces personnes de ne pas être punies, ou en tout cas être punies à la marge par rapport à ce qu'ils ont fait. Et là on entre dans ce qui est sans doute, je pense, la meilleure scène du film, en tout cas moi ma scène préférée. Et là je le dis, je pense que c'est une grande scène de cinéma, et c'est un grand moment de cinéma que nous propose Laura Poitras à ce moment-là. C'est que au bout d'un moment, au bout d'une heure et demie de film, il y a un procès qui est mis en marche. En tout cas, il y a la machine judiciaire du système américain qui se met en marche. Et on apprend, donc, comme tu l'as dit, qu'ils se sont mis en banqueroute. Mais que bon, en fait, ils avaient dérivé l'argent vers d'autres sociétés. Donc, la banqueroute a été plus ou moins travaillée, a été créée pour éviter les sanctions juridiques. Et qu'à cause de la banqueroute, ils ne peuvent pas être punis d'une certaine façon, qu'ils vont aller en cours spécial pour les banqueroutes. Et donc, ça leur évite d'aller au pénal, en fait. Ils ne seront pas jugés pénalement pour ce qu'ils ont fait. Ils seront jugés économiquement, en fait, par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc ça leur évite la prison, je crois, ça. Et en fait, on apprend plus ou moins que c'est un accord qui a été fait pour rembourser une partie aux contribuables américains en échange d'une protection. Donc on comprend à la marge à peu près tout ce système-là. Mais encore une fois, un autre exemple, une banqueroute, ça implique sûrement des licenciements de masse. Des milliers de personnes qui ont sûrement perdu leur travail à cause de cette banqueroute-là pour protéger une petite famille. Mais ça, c'est pas dit.
on ne sait pas, est-ce qu'il y en a eu des licenciements de masse? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens? On n'en sait rien. Encore une fois, un autre exemple. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a peut-être Là, c'est la beauté du réel, c'est le génie du réel qui en a rien à foutre de ce qui se passe. Mais c'est qu'on nous propose un truc, mais qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel et qui est à la fois qui montre toute la puissance morale de la justice, qui avant tout juge moralement les choses, mais aussi toute son immoralité. C'est qu'en fait, la justice américaine se rend bien compte que ces gens vont passer totalement à travers du système et vont pouvoir ne vont pas être punis pour tout ce qu'ils ont fait, pour les milliers et millions de morts, il me semble, de personnes qu'ils ont tuées. Et ce qu'elle propose d'exceptionnel, c'est que ces gens, on va leur forcer pendant 2 heures, même moins de 2 heures, je crois, à écouter les victimes de leurs victimes, en fait. Donc la justice reconnaît que ces gens sont coupables, reconnaît que ces gens ont tué des gens, sont responsables en tout cas de la mort de millions de personnes, et on va leur forcer, par Zoom en plus, parce que c'est pendant le Covid, on les met face à des victimes, des gens qui ont vécu la douleur dans leur chair, qui sont vraiment, on les voit, c'est des gens mais qui sont détruits par ce qui leur est arrivé, d'avoir perdu un enfant, d'avoir subi l'addiction, comme Nan Goldin. Nan Goldin, pourquoi aussi elle fait tout ça? C'est qu'elle était addicte au médicament l'Oxycontin. Ouais, qu'elle se présente elle-même comme une survivante aux médicaments. C'est ça. Et donc on a les Sackler, il n'y en a que 2 à l'écran parce qu'il y en a le 3e, il est qu'au téléphone. Et il y a un mec à côté. Moi j'imaginais que c'était le papy si jamais. Mais il a une voix de vieux et puis il y a un mec à côté qui est censé surveiller que oui, il regarde bien l'écran. Mais le mec, c'est un délire. C'est un délire, c'est presque une farce de la justice à ce niveau-là. Il y a un niveau d'éléments empilés, d'absurdité les uns au-dessus des autres. Et on a pendant 10 minutes cette scène d'un Sackler qui est bouffi par je ne sais quoi, on dirait qu'il est drogué tellement il est apathique devant son écran, qui regarde dans le vide des gens en train de leur dire vous avez tué mon fils. Filmé en contre-plongée en plus. Filmé en contre-plongée, on entend des choses terribles, on entend l'appel au 911 de la mère qui appelle pour dire que son enfant est en train de mourir devant ses yeux. Et puis on a l'autre femme, sa sœur, la sœur du premier, qui est aussi en train de regarder de façon complètement apathique, et on a cette scène qui se déplie devant nous. Et ça, c'est un immense moment de cinéma d'avoir pu vivre ça. Mais au-delà de cet immense moment de cinéma, qui est là pour le coup une très belle restitution, je trouve, de Laura Poitras, même si on aurait pu faire un film entier juste sur ça. C'est exceptionnel, ce truc. C'est absurde et donc exceptionnel. Non, mais c'est la beauté du réel, quoi, ça a une puissance émotionnelle, ce moment, que et en même temps ça dit tout de la justice des États-Unis. C'est à la fois un moment émotionnellement extrêmement puissant et c'est déchirant, mais en même temps c'est un moment qui dit tout de la justice des États-Unis, parce qu'il est complètement inutile en termes d'impact sur les Sackler. C'est ça, mais croire que parce qu'ils vont écouter les victimes ils vont changer de tout et puis c'est bon, après ils vont aller vivre leur vie puis peut-être qu'ils vont ouvrir une ferme avec des chèvres au fin fond de je sais pas où, et voilà. Mais je pense pas. Je suis pas sûr. Quand tu fais une banqueroute en détournant de l'argent dans des paradis fiscaux pour t'éviter un procès au pénal, je pense que t'es pas prêt d'aller élever des chèvres dans l'Ohio. Mais bref. Mais qu'est-ce qu'en fait Laura Poitras finalement? Déjà, il y a se poser la question de la place qu'a cet événement dans le film. Parce que comme j'ai dit, c'est très long. C'est très long pour le film. C'est vraiment une longue séquence qui est amenée, parce qu'on voit les avocats avant, on voit, c'est pas tout de suite, on nous l'appelle, on nous dit ok, ça va se passer, il y a la justice qui fonctionne pas, mais après que la justice ne fonctionne pas, il y a peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça, et finalement on a ça, et finalement on nous l'offre pendant 10 minutes. Il y a peut-être sur les 1 heure, il y a sur les 2 heures du film, il y a peut-être 20 minutes qui est juste à ce moment-là, peut-être, j'aurais pu vérifier, mais c'est ça. Et donc en lui donnant autant de place, c'est comme la fin en fait, on vient nous montrer que c'est important. Ce qui se passe là est important. Mais en fait, faire appel à la justice, c'est déjà un acte non politique. Comme le dit François Bégodeau dans son livre Notre joie. Car faire appel à la justice, c'est quelque part dire que la justice fonctionne. C'est de dire que je crois au système de justice américain qui a agi exactement comme il devait agir, c'est-à-dire en protégeant les puissants. Donc d'un côté, c'est un acte qui n'est pas un acte politique. Tout ce que fait Nan Goldin avant pourrait être considéré comme des actes politiques, car elle fait des trucs qui sont illégaux. Je veux dire, les musées sont des lieux privés, tu n'as pas le droit de faire ce qu'elle fait dans les musées. Elle est arrêtée par la police, elle est très vite relâchée, mais elle est quand même arrêtée. Ce sont des actes politiques qui viennent chambouler l'espace public. Mais à partir du moment où la justice s'en saisit,
Ce n'est plus un acte politique, c'est un acte de punition, c'est un acte de vengeance qui est de maintenant on va punir ces gens par le système qu'on nous a dit. Et donc le fait de donner autant de place à ça, c'est totalement dépolitiser toute cette action. Surtout en disant que quelque part en lui donnant autant de place, il y a le côté c'est exceptionnel comme moment, il faut le montrer, mais l'autre côté ça sert aussi un petit peu à quelque chose. Donc on est dans quelque chose qui est assez aussi compliqué à naviguer parce qu'on ne sait pas vraiment ce que fait Laura Poitras à ce moment-là. Mais donc, on retrouve ce geste de Laura Poitras qui est le geste principal, c'est j'expose les faits et la vérité viendra d'elle-même. Et donc la justice, tout ce qui se passe dans la justice, encore une fois, c'est un enchaînement de faits. On ne comprend pas vraiment pourquoi il y a une banqueroute et pourquoi il se passe ça. On peut le comprendre à la marge, mais on ne le comprendra pas en puissance. C'est peut-être un grand moment de cinéma et un grand moment tout court, mais ce n'est pas un moment politique. Et on nous resserre le même récit de l'abus du système. C'est-à-dire qu'il y a un système, qui est bon, qui est mauvais, ça on va pas trop chercher là-dedans, mais en tout cas il y a un système, et des gens ont abusé du système. Et on le voit bien encore avec la banqueroute, ils abusent du système, ils arrivent à tricoter le truc. En tout cas d'après Laura Poitras, parce que d'après Dan Goldin, encore une fois, ça a l'air quelqu'un qui a l'air assez conséquent quand même, qui a l'air d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe, et qui essaye de se battre avec les moyens qu'elle a. Mais on nous resserre ce truc-là, c'est-à-dire que les sacleurs, ils font partie d'un système, ils en ont abusé parce qu'ils en ont la capacité. Mais à aucun moment, le film ne remet en cause ce système-là. Est-ce que nous, en tant que spectateurs, et si on revient à la fin du film, nous, en tant que spectateurs, est-ce qu'on a les clés pour comprendre en quoi le système est mauvais ? Est-ce qu'on arrive, à la fin du film, on est énervé contre le système ? En fait, contre quoi on est énervé ? Contre quoi Qu'est-ce qu'on trouve dégueulasse là-dedans ? Mais on trouve dégueulasse ce que les sacleurs ont fait, mais on n'a aucune capacité en tant que spectateur de dire ok, ça a permis à ça d'exister, ça a permis à ça d'exister, ça il faut le changer, ça il faudrait le changer, ça je suis au courant, je pourrais y réfléchir. Non, on n'a absolument zéro information sur ces sujets-là, donc le film n'est pas un film politique, car il ne nous permet pas de réfléchir politiquement, de façon froidement politique, j'ai envie de dire même, le cas des sacleurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant que le film a évacué toute politique ? Comment peut-on juger le fait ? Vu qu'on a vu que le film ne jugeait pas politiquement les choses, qu'est-ce qui reste dans le film ? Il reste la psychologie. C'est le dernier point du film qui est exploré. Juste après le procès, on a le résultat du procès, en tout cas c'est cette farce de procès, et ensuite on a un retour sur la sœur de Nan Goldin. Qu'on a très peu abordé jusqu'à présent. On a très peu abordé jusqu'à maintenant, mais qui est la deuxième conclusion du film. Donc on va explorer maintenant le passé de la sœur de Nan Goldin et pourquoi finalement elle s'est suicidée quand elle avait 16 ans, il me semble. En tout cas, elle était très jeune, adolescente. Quelles sont les causes de sa mort ? On sait qu'elle a été dans un hôpital psychiatrique un petit peu jusque-là. C'est ça, donc on va explorer un peu ça et on revient aux parents. Donc l'explication finalement de Laura Poitras de tout ça, c'est quoi ? C'est les parents. On est quand même dans la psychologie de base de l'Oedipe et Salut tout ça. Freud. Parce qu'on vient de nous expliquer que on découvre que le médecin a dit oui, mais en fait c'est pas la fille qu'il fallait emmener dans l'hôpital psychiatrique, c'est la mère. Mais pourquoi ? On ne saura pas. On n'explorera pas ce chemin là qui est il y a une énorme erreur médicale qui est une injustice qui a mené à la mort d'une personne. Mais cette erreur médicale là, on l'explore pas. On n'en fait rien. On préfère dire que non, il faut revenir aux parents et au fait qu'au final, en fait, tout ça, c'est lié au fait que Nan Goldin, ses parents, ne voulaient pas d'enfants. C'est ça qui est dit à la fin. Et on revient c'est là où le titre du film est cité, All the Beauty and the Bloodshed. Et ça, c'est une phrase qui a été citée par la sœur de Nan Goldin, qui est le titre du film. Donc je veux dire, c'est quand même l'origine. On revient au titre, c'est quoi ? C'est la sœur. Et tout revient à ça. C'est Nan Goldin qui a quelque part soigné le deuil de sa sœur. Quelque part, le film nous dit ça, que toute cette carrière de militance ou toute cette carrière d'artiste a toujours été portée par la sœur, comme ce qui a pu être par exemple la carrière de Dali avec son frère décédé avant sa naissance. Oui, d'ailleurs, on voit une œuvre qu'elle a fait pour sa sœur Nan Goldin très explicitement. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que effectivement, ces parties avec la sœur, elles sont un peu disparates dans le film, mais clairement pas les plus prédominantes. Et on les comprend pas. En tout cas, moi, quand je les voyais, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant d'insistance sur cette sœur et cet impact-là. Et effectivement, ça fait un très bon lien avec ce que je parlais de la narrativisation. C'est un mot difficile à dire. Moi, je la voyais dans
l'évolution du groupe militant, mais effectivement, en fait, il y a tout un déploiement psychologique de Nan Goldin qui est effectué et qui revient avec cette idée de, comme tu disais, elle s'est fait son nom par elle-même, et puis aussi cette idée un peu de The American Dream, she made it all by herself. Et on fait pas un procès à la psychologie, je veux dire. Évidemment que nous sommes des êtres psychologiques, que la psychologie explique beaucoup de choses dans notre vie, et c'est sûr que la mort de la sœur de Nan Goldin et l'enfance qu'elle a eue et ses parents expliquent énormément de choses sur sa vie. Mais ce qu'on veut dire là, c'est que le film évacue le politique au profit de la psychologie, comme on l'a vu, et de la morale avec le procès. C'est ça que Laura Poitras fait. C'est d'expliquer les choses par la morale et la psychologie. Donc ça ne fait pas de Laura Poitras une grande cinéaste politique. C'est peut-être une grande cinéaste morale et grande. Moi j'aurais des doutes. Ça dépend combien elle le mesure. C'est vrai. Donc c'est peut-être une cinéaste morale, c'est peut-être une cinéaste psychologique, mais ce n'est pas une cinéaste politique. Ou en tout cas pas dans All the Beauty and the Bloodshed, et peut-être aussi dans d'autres de ses films, mais ce sera peut-être pour plus tard. Chaque chose en son temps. Merci Alexandre pour ce 3e épisode. Et merci à toi. Ah oui, merci aussi à moi. Et bah peut-être un 4e dans un petit mois. Bah ouais, ça a l'air de faire ça. Ouais, je pense qu'on a des... On s'enligne vers ça. Il y en a des petits cas froids qui se réchauffent. Oh là là. Oh le teasing. Le teasing. Pour ceux qui l'ont, elle est hilarante. Je suis d'accord avec moi. Au revoir. Tu connais pas les squats dans ton petit pavillon et t'as une grosse bagnole parce que t'as du pognon. Tu iras jamais la messe, mais tu bouffes du caviar sur le dos des clodos, sur le dos des clochards. Qui contrôle l'argent? La bourgeoisie. Qui contrôle le monde? La bourgeoisie. Qui contrôle les lois? Les bourgeois. Les bourgeois. Tu connais pas les rats, les verrues, les salvages, mais bon ça va, c'est peut-être pas trop grave. Tu connais pas la gale, mais les hépatitas, tes vaccins sont